Mesdames et messieurs, chers spectateurs, bonjour et bienvenue à l'émission Regard sur la diaspora. Une émission qui va hebdomadairement jeter un regard sur les actualités ou sur l'actualité de la diaspora et venir émettre un avis des différents chroniqueurs. Cette actualité, à savoir celle de George Floyd, cet afrodescendant qui a été tué publiquement aux États-Unis à Minneapolis, nous amène à nous poser la question, nous, Africains et afrodescendants, quel est notre apport à l'essor ou alors à la renaissance de l'Afrique pour préparer bien sûr le retour. Alors pour parler de ce sujet, nous avons aujourd'hui Ibrahima Sidibé Pommier qui est un panafricaniste et Madame Mélina Seymour qui est la PDG d'Africa Mondo pour bien sûr discuter de ce sujet. Bienvenue sur ce plateau de Regard sur la diaspora. Nous avons avec nous Mélina Seymour d'Africa Mondo, PDG d'Africa Mondo et coordonnatrice générale du mois de l'histoire des Noirs en Afrique. Bonjour Mélina. Bonjour Florent. Ça va bien? Ça va bien, merci. Bienvenue sur notre plateau et merci d'être là. Merci, merci. Et nous avons aussi avec nous Ibrahima Sidibé Pommier, un africaniste pur et... Alors, nous allons parler aujourd'hui du rôle de la diaspora dans la renaissance économique de l'Afrique et nous allons donc essayer de voir qu'est-ce qui est plus important. Est-ce que c'est nécessaire que les Africains de la diaspora retournent en Afrique pour pouvoir contribuer à l'essor de ce continent ou alors, bien au contraire, il faudrait rester ici en Europe, en Occident et partout dans le monde pour pouvoir envoyer des idées, de l'argent et tout le nécessaire pour propulser l'Afrique. Alors, nous allons commencer par Ibrahima Sidibé Pommier qui va d'abord nous donner son point de vue général sur la question. Oui, merci beaucoup de me donner la parole. C'est sûr que la diaspora est de plus en plus forte et organisée. L'Afrique, c'est 1,2 milliard d'habitants aujourd'hui. On estime à 350 millions les Africains de la diaspora, donc c'est quand même pas rien. C'est sûr que c'est une diaspora qui est éparpillée sur les 5 continents. Aujourd'hui, la plupart de l'Union africaine commence à s'intéresser de plus en plus à la diaspora comme enjeu, comme moteur de développement. L'Union africaine a décidé que la diaspora est aujourd'hui la 6e région du continent. Bon, ce sont toujours des grosses déclarations. Maintenant, il faut voir qu'est-ce que ça recouvre, comment on peut participer chacun dans l'endroit où il se trouve pour essayer de sortir ce continent dans ses difficultés et dans sa grande pauvreté. Alors oui, sortir l'Afrique on dirait même dans son misérabilisme, peut-être si on veut exagérer les termes. Moi, je ne dirais pas ça parce que je trouve qu'il faut sortir justement de ce discours, ce que j'appelle discours humanitaire. L'Afrique n'a pas de leçons à recevoir de qui que ce soit. Aujourd'hui, c'est un continent majeur qui est en plein dynamisme. C'est l'endroit dans le monde où le taux de croissance est le plus élevé depuis 5-10 ans. Il y a 4 à 5 pays qui ont plus de 10% de taux de croissance. Je parle de l'Éthiopie, de Ghana, d'Afrique du Sud moins, mais certains pays, enfin dans la Côte d'Ivoire. Donc ce qui est sûr, le dynamisme il est là. Et aujourd'hui d'ailleurs, tout le monde se rend compte, que ce soit les Chinois, les Européens, les Américains, que c'est là que ça va se passer, sauf les Africains. C'est pour ça que donc l'enjeu il est là. Comment reconnecter avec ce continent? Comment faire en sorte que la diaspora africaine se réveille, trouve des réflexes pour participer à ce qui se joue? Ouais, ça c'est votre propos préliminaire nous annonce déjà un tout petit peu les couleurs de votre position. Je vais donner la parole à Madame Seymour pour qu'elle puisse nous donner son regard général sur ce point. Alors la diaspora, pour poursuivre dans les chiffres qui sont très importants, la diaspora africaine, c'est plus de 44 millions de personnes aux États-Unis. C'est plus de 3 500 000 en Europe, particulièrement en France. C'est plus d'1 500 000 en Arabie Saoudite, 1 300 000 en Iran. C'est plus d'1 million de personnes au Canada
Donc ce sont au Brésil. Voilà, au Brésil aussi c'est très important, et on rappelle que la diaspora africaine ou la diaspora noire, ce sont des gens qui sont issus effectivement de cette traite négrière. Donc ensuite les descendants, leurs descendants aussi, et avec le jeu de l'immigration actuellement, c'est ce qui fait que la diaspora noire, la diaspora africaine est un petit peu éparpillée partout dans le monde. On représente une force, une puissance, pas qu'économique, mais aussi culturelle et identitaire. Quand on voit ce qui se passe depuis le phénomène de racisme, le vent de racisme qui date évidemment aux États-Unis, avec la mort de George Floyd. En plus, toute cette communauté noire qui en a assez, donc c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase dans un contexte de pandémie, Covid-19. Les gens en ont juste ras-le-bol, et on se retrouve comme ça avec toute une diaspora qui est rejointe également par le tout monde. Des gens qui ont juste envie de manifester leur désaccord avec à la fois les violences policières, à la fois ce racisme, cette intolérance à l'autre. Donc ça prouve la puissance de cette identité africaine, cette identité noire aussi dans le monde. Et en même temps, ça met en exergue aussi toutes les discriminations auxquelles cette même communauté a droit depuis des siècles. Et au niveau d'Africa Mondo, on a lancé cette phrase qui n'est pas un slogan, mais c'est africain libre. Africain et libre, on l'est depuis. Bien sûr qu'on n'efface pas 400 ans d'histoire, on n'efface pas 1000 ans d'histoire, mais à un moment donné, oui, il faut arrêter aussi avec les petites phrases. L'Afrique n'est pas misérabiliste du tout. Vous avez posé, Florent, en question, en préambule, quand vous dites est-ce qu'il faudrait que tout le monde, tous les Africains puissent rentrer sur le continent, je ne le pense pas non plus. Plus de 60 milliards de dollars ont circulé en Afrique de par la diaspora. Donc on contribue d'une certaine manière au développement du territoire, à la fois intellectuel, puisque beaucoup d'Africains partent pour étudier, beaucoup d'Africains partent pour enseigner aussi, en Europe, en Amérique, mais aussi dans le reste du monde. Donc on part étudier, donc intellectuellement on apporte quelque chose au continent, même en étant loin, économiquement parce que l'argent circule. Il y a même plusieurs initiatives partout dans le monde initiées par des afro-descendants ou des Africains qui demandent à ce qu'on puisse créer des structures pour permettre de faire circuler l'argent avec nos propres outils faits par des Africains et des gens de la diaspora. Donc en fait c'est toute une économie, mais c'est aussi notre identité, c'est ce qu'on véhicule. C'est chaque fois qu'un Africain part du continent, là où il va, son pays d'accueil, sa terre d'accueil, c'est-à-dire qu'il valorise tout son pays aussi, à travers le culinaire, à travers la danse, à travers les traditions, à travers la culture, à travers l'histoire. Un Ivoirien qui sort de la Côte d'Ivoire et qui explique c'est quoi la Côte d'Ivoire en pensant que c'est pas simplement ce que vous voyez à la télé, c'est pas que la guerre, c'est pas que ceci, c'est pas que cela. Ça contribue à avoir une que tout le monde est conscient, la Chine, l'Amérique, les Européens sont conscients de la force de l'Afrique, sauf les Africains. Je ne le pense pas non plus. Je ne le pense pas non plus. On ne fait pas partie de cette diaspora qui ne voit pas que le continent et que l'avenir, ça se passe là-bas. Si nous parlons le français, là, parlons le français, c'est bien parce que cette langue-là, aujourd'hui, 50% des personnes sur la planète qui parlent le français sont sur le continent africain. La langue française, on peut le dire, même si c'est l'héritage de la colonisation, c'est une langue africaine aujourd'hui, qu'on le veuille ou non. Tout comme nous sommes au Québec aujourd'hui et que le Québécois a fait de la langue française une langue où, avec ses codes et tout ça, en Côte d'Ivoire, au Sénégal et dans tous les pays d'Afrique francophone, il y a aussi ces particularités et des mots qui doivent rentrer aussi dans le dictionnaire. Ce sera plus dans quelques années l'Académie française qui dictera, ou le Larousse qui dicte, ou toutes ces institutions qui dicteront comment sera la langue française demain. Ça va partir d'Afrique. Et ça peut énerver plus d'un, mais voici ce qu'apporte la diaspora. Donc on est très conscient que ça se joue en Afrique
Et l'Afrique n'est ni misérabiliste, ni en train de quémander quoi que ce soit. Et il serait temps que justement les Africains de la diaspora se renforcent, se donnent encore plus de courage pour pouvoir être plus déterminants sur le continent. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous en ce qui concerne bien sûr la force économique que représente la diaspora actuellement. Cependant, on se pose bien la question, c'est qu'est-ce qui pourrait empêcher M. Ibrahima vraiment la diaspora à faire comme un retour aux sources, un retour massif éventuellement en Afrique pour soutenir vraiment sur place même cet essor-là, ce lancement. Oui, alors c'est sûr que c'était une question très intéressante. Je vais juste avant réagir un peu à ce qui se passe dans l'actualité, notamment américaine. C'est sûr que les images qu'on a vues de George Floyd écrasé, agonisant sous le poids d'un policier blanc sont insoutenables. Donc la réaction qu'on a vue dans le monde entier est légitime. Mais au-delà de ce qui se joue là-dedans, c'est ce que moi je dis, il faut toujours essayer d'avoir un recul historique, une réflexion de fond pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Pourquoi les États-Unis sont marqués par ce racisme systémique et pourquoi ces sociétés occidentales en général ont une difficulté à s'ouvrir à la diversité. C'est l'histoire des États-Unis, hein? Oui, c'est ça, mais qu'on peut transposer dans certaines situations, que ce soit en France, en Angleterre ou même au Canada. C'est sûr que les bavures policières, le délit de faciès, c'est quelque chose sur lequel il y a un travail fort à faire dans les démocraties. Donc je ferme la parenthèse. Par rapport à ton sujet, c'est sûr que oui, le retour, c'est vrai est-ce que ça va résoudre le problème? Moi, je ne crois pas. Je suis beaucoup plus pour le fait que les gens s'organisent mieux dans chacun des pays où sont les communautés africaines, qu'on soit mieux organisé, mieux outillé pour attaquer de front les enjeux qui nous concernent, que ce soit aux États-Unis, on a vu avec la violence policière, mais partir d'abord de l'éducation, la santé, s'organiser dans des associations fortes qui fonctionnent, créer des passerelles avec la société d'accueil, trouver des moyens. Je suis quelqu'un qui est un ardent défenseur de l'entrepreneuriat. Je pense que s'il y a quelque chose qui peut aider de l'autre côté, ce sera d'aider à créer ou propulser des entreprises. L'Afrique bouge, on est tous d'accord là-dessus. Il y a des pans entiers de l'économie qui ont besoin d'investissement, qui ont besoin de savoir-faire. Et la diaspora a des talents divers, tu l'as évoqué, des médecins, des scientifiques, des hommes de culture. Donc c'est là qu'on peut être utile, c'est-à-dire trouver des passerelles. Il y a des projets où on peut aller quelques mois, donner, transmettre ses compétences et revenir. Et ensuite, bien sûr, quand les choses vont se calmer au niveau de certains États, parce que le problème, il est aussi politique. Moi, je pense que tant qu'on ne va pas résoudre les difficultés structurelles du continent, c'est-à-dire faire en sorte qu'on ait des États stables et des économies intégrées, c'est sûr que ça va être beaucoup plus difficile pour la diaspora d'arriver comme ça. Il y a des expériences qui ont été souvent des échecs, où les gens sont venus avec toutes les bonnes volontés et ils se retrouvent quelques années après totalement en pleine désillusion. Donc c'est ça qu'il faut éviter. Donc se préparer, c'est sûr que ceux qui veulent aller mettre la main dans le cambouis, oui, mais en même temps il faut s'organiser mieux en amont, trouver des moyens d'être structurés. Ce que Diaspo fait est très bien, c'est-à-dire promouvoir déjà le continent, la diversité dans les espaces où nous sommes et pourquoi pas aller beaucoup plus loin et ensuite être en situation de pouvoir donner de l'autre côté. Oui, c'est ça. En fait, aller plus loin, avoir des expériences. On a parlé beaucoup de l'expérience de Sierra Leone hein, et ça a été désastreux. C'est-à-dire que la diaspora puisse aider le continent, continuer à le faire qu'en étant physiquement sur le continent, voilà, sur le territoire ou à l'extérieur. Ne pas oublier qui on est. On est africain, nous sommes au Canada présentement, mais on est africain.
au nom de la diversité, on ne va pas effacer justement notre identité et notre histoire. Donc la diversité, vivre dans cette diversité, c'est accepter l'autre avec justement sa culture et son identité. Et sa capacité à s'ouvrir aux autres. Mais ça va dans les deux sens. Et je dis souvent qu'au Québec, au nom de la diversité, on s'efface pour ressembler à des gens que nous ne sommes pas. Nous sommes des Africains au Canada, tout comme il y a des Africains en France hexagonale, etc. Mais nous sommes des Africains. Et cette question arrive à point nommé pour pouvoir dire, à chaque fois qu'il y a une prise de décision, un regard à avoir sur des choses qui nous concernent directement, qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Donc à partir du moment qu'on a répondu à cette question-là, vous dire, je vais intervenir sur tel sujet, mais qui suis-je? On peut parler de diversité, mais sur quel angle? Qui suis-je? Toujours. Et on reprend toujours ce vieux proverbe africain qui nous dit tellement et qui révèle tellement de choses sur nous. Il faut savoir d'où on vient pour savoir où on va. Ibrahima, quand tu dis effectivement qu'il faut ce partage d'expérience, je reviens là-dessus, je prenais le cas de la Sierra Leone, mais on peut prendre plein d'exemples comme ça, où quand on a passé un certain temps à l'étranger aussi, on revient avec tous ces codes qu'on a accumulés, donc avec un ego surdimensionné. Parfois, quand on vient sur le continent, on pense que les gens ne savent rien, qu'ils sont en retard, qu'on les traite de façon méprisable, condescendante. Je pense que voilà, il faut laisser ça aussi de côté et pouvoir se dire que si je veux vraiment aider le continent, je viens avec... Dans ma langue en créole, on dit avec mes c'est l'habitude. Ça veut dire que tu viens avec les coutumes, les us et coutumes du pays. Ne pas penser que tu viens avec tout ton savoir et que finalement ceux qui sont restés sur le continent ne savent rien. Donc il y a vraiment ce délicat travail à faire, très très important, à savoir que nous sommes partis pour pouvoir apprendre, nous avons appris, nous avons acquis de l'expérience, de l'intellect, développé toutes sortes de choses. On vient aussi avec peut-être un peu de moyens, etc. Mais il ne faut pas oublier aussi que tout le savoir-faire, l'Afrique n'est pas simplement le berceau de l'humanité, c'est le berceau de toute civilisation. Donc, il ne faut pas oublier qu'il y a un savoir-faire endogène et ce savoir-faire endogène-là, on ne peut pas le jeter aux orties, on ne peut pas le jeter à la poubelle. C'est ça qui conditionne aussi l'Afrique, c'est aussi ça à travers son savoir-faire, c'est à travers ce travail ancestral. Et quand on parle d'économie, évidemment, cette économie va avec le reste. C'est-à-dire qu'on ne peut pas non plus adapter, faire des copier-coller de ce qu'il y a en Europe et qu'on adapte ça en Afrique. Il y a des codes, il y a des façons de procéder, il y a toutes des us et coutumes. Donc on ne peut pas aller à l'encontre de ça. Donc c'est pour ça que je dis que oui, ok pour l'économie, c'est normal, on ne fonctionne pas sans ça, mais ça doit faire sens avec les us et coutumes, ça doit faire avec toute cette ancestralité africaine et souvent, il y a plein de projets qui sont mis en échec sur le continent parce qu'on fait du copier-coller. On pense que comme ça s'est fait en Europe, donc en Occident, en Amérique et ailleurs, voilà, cela se fera facilement en Afrique. C'est-à-dire qu'il y a des apports, il ne faut pas oublier ce qui se fait localement. Il y a plusieurs reportages là-dessus où des jeunes sont restés peut-être 10, 15 ans en Europe, en France, au Canada et décident de repartir. Et il y a des projets qui se cassent le nez parce qu'ils sont amenés, ils ont voulu faire le même procédé en France, au Canada ou en tout cas dans leur pays d'accueil. Ils ont voulu transposer ça. Est-ce que c'est une bonne chose? C'est-à-dire que c'est prendre en considération ce qui se fait, l'Afrique avec son développement. Je prends un cas concret si vous permettez. Oui. Pour moi, l'Afrique, dans sa course folle vers le numérique, bien sûr qu'il faut être au point là-dessus, tout ça. Il y a Internet partout, ces questions stupides là qui disent est-ce qu'il y a Internet en Afrique? Enfin bref, il y a plus de téléphones portables en Afrique que parfois la population même. Les gens ont 3-4 téléphones portables. Une fois que tu débarques de l'aéroport, non mais c'est vrai, une fois que les puces sont interchangeables, il y a plusieurs parce qu'il y a un réseau qui fonctionne mieux que l'autre. Donc du coup, les gens ont les deux réseaux, donc 2 téléphones. Et tout le reste. Et puis, c'est meilleur marché aussi, le téléphone là-bas. Donc, en fait, il y a une vraie économie sur le numérique. Cette course folle au numérique où il faut tout numériser. En même temps, tu as de notre côté les enfants qui ne vont pas à l'école. Les enfants qui ne vont pas à l'école. Tu as de notre côté des routes qui ne sont pas faites. Tu n'as pas d'électricité, tu n'as pas d'eau courante, etc., etc. Tu n'as pas d'eau potable. Donc, ce qui fait qu'il y a tout ça qu'il faut prendre en compte constamment
pour pas copier l'Occident, l'Amérique, etc., mais que l'Afrique se calque sur son propre modèle. Quand j'ai organisé donc avec tous mes collaborateurs, tous mes collègues au Bénin, le mois de l'histoire de l'Afrique et de la diaspora, le Black History Month au Bénin, on a appris à se connaître. Et c'est pour ça que vraiment, quand on rencontre un Africain qui nous dit que l'Afrique, de toute façon, l'Afrique se vit. L'Afrique ne se lit pas dans les livres, l'Afrique se vit. Oui, c'est la première des choses. Quand la diaspora veut apporter quelque chose, première chose, c'est va à la rencontre. Va à la rencontre des gens vraiment et ne fais pas semblant. Secret de Femme La Josie, c'est le magasin par excellence où vous avez deux services. Le premier service, c'est la vente des mèches, la vente des produits capillaires. C'est aussi bien sûr le service de pose de rallonge, c'est le service bien sûr de coiffure. Si vous avez besoin de faire des belles nattes, si vous avez besoin de prendre soin de vos cheveux et de tout, venez à Secret de Femme La Josie. À partir d'aujourd'hui jusqu'à la fin du mois, si vous venez à Secret de Femme La Josie, vous allez pouvoir avoir un rabais spécial. C'est une promotion Diaspora Interaction. N'oubliez surtout pas, il se trouve au 390 rue du Pont, coin Saint-Joseph. Ouais, à la rencontre des gens, j'aimerais aussi réagir par rapport à ça, parce que beaucoup de personnes, comme vous l'avez dit, M. Ibrahima, ont des désillusions parce que quand ils arrivent en Afrique, ils se rendent compte que ce n'est plus la vérité, ce n'est pas ce qu'ils pensaient. Et il faut croire que ceci décourage d'autres qui avaient cette intention-là. Croyez-vous que, actuellement, ne croyez-vous pas plutôt que pour mieux retourner, il faut déjà se préparer à ce retour en partant de l'Afrique? M. Ibrahima. Mais c'est sûr que mieux vaut toujours être outillé, hein, parce que c'est sûr que comme tu l'as si bien évoqué, l'Afrique c'est plusieurs Afriques déjà. Le Sénégal, ça n'a rien à voir avec le Bénin ou le Togo ou les pays anglophones, le Nigeria, le Ghana. Oriental. Donc c'est sûr que c'est des grands espaces, c'est 54 États, hein, donc c'est qui n'est pas rien. Donc c'est sûr qu'il faut bien travailler son projet, il faut essayer de s'intéresser dans le profond. D'abord un business plan, avoir des idées claires, les coucher sur du papier et ensuite pouvoir explorer les tenants et les aboutissants du projet. Mais moi je reviens toujours sur l'investissement, sur le développement. C'est sûr qu'on est d'accord que le développement c'est d'abord culturel. Et on part de l'humain. Et on part de l'humain. L'intérêt, ce qui se joue aussi dans les difficultés que l'Afrique a, c'est cette difficulté de positionnement, hein, dans le système international. Et là, je suis en ardent défenseur du panafricanisme. Je pense qu'il faut qu'on revisite le panafricanisme pour donner justement les bases, hein, de soubassement de ce système continental qui puisse générer des États forts, des États puissants. Et ensuite, les gens pourront être en sécurité pour entreprendre, pour avoir des routes, pour avoir des infrastructures, des hôpitaux qui fonctionnent. Parce que sinon, sans quoi, on est toujours dans ce que j'appelle la criminalisation de l'État, avec des réseaux, avec des trafics, avec de l'escroquerie. Et c'est ça qui décourage le plus. Donc on a beaucoup plus besoin du politique, on a beaucoup plus besoin d'État, on a beaucoup plus besoin qu'on garantisse les investissements quand les gens viennent dépenser leurs sous pour créer quelque chose, qu'on les protège. Alors, bon, c'est sûr, c'est des bons relais de soutien. Des bons relais, c'est ça. Donc ça suppose d'avoir des politiques qui comprennent ça, qui ne voient pas tout de suite les immigrants comme des gens qui envoient que des westerns. Des vaches à lait. Exactement, ou des guichets. Et au contraire, de voir comme justement des gens qui ont eu d'autres expériences, qui peuvent enrichir encore plus, mais en gardant cette matrice, hein, du continent, son identité, et en insérant cette identité dans le monde. Moi, je pense que vraiment, c'est là qu'on peut être utile. C'est-à-dire proposer, propulser, conseiller et tisser des ponts. Moi, je rebondis là-dessus. Ouais. Oui, de la diaspora, c'est 6e région. Ok, mais pas de vache à lait, pas d'opportunisme non plus. Les États n'ont pas encore compris justement cette puissance. Certains politiques assez isolés, hélas, commencent à comprendre que certains élus, hein, je parle bien, commencent à comprendre. Malheureusement, ce ne sont pas ceux-là qui sont vraiment à des postes clés dans les différents gouvernements. Faire
comprendre aux élus, c'est tout le rôle, c'est tout le lobbying qu'il faut faire, ce marketing pour pouvoir, c'est vraiment du marketing. On parle de diaspora, mais c'est vraiment du marketing politique. Je lâche le mot, je le dis vraiment, c'est du marketing politique pour que chaque État puisse prendre soin de sa diaspora. Parce que si on prend le cas des Sénégalais qui s'organisent de mieux en mieux, je ne parle pas des Marocains qui sont organisés depuis très longtemps, mais si on prend le cas des Sénégalais, ils ont compris qu'il faut encore mieux s'organiser pour que financièrement, ça apporte véritablement au développement du Sénégal et que chaque État prenne en compte cette dimension-là. Et donc ce marketing-là se fait au niveau des ministères des Affaires intérieures, des Affaires étrangères, mais les structures qui sont réalisées, qui existent aussi avec les Africains de l'étranger, si on prend le cas du Bénin, du Sénégal et de tous les États, ça ne fonctionne pas toujours. Ce sont souvent des guerres de positionnement, des guerres de place. Et donc c'est bien beau tout ça, mais tant qu'on ne sera pas unis entre nous et comprendre et accepter qu'il y a des mondes africains qui existent, on n'y arrivera pas. Donc d'abord, faire taire nos querelles, ces guerres d'ego, dans les différentes structures au niveau de la diaspora qui existent, parce que chaque État a ses structures, d'ailleurs ce sont des structures qui sont reconnues par les différents gouvernements en place. Il faut comprendre que ceux qui sont dans les niveau de la diaspora, chaque nationalité, qu'il faut arrêter les enjeux de pouvoir et que la vision que l'on donne à travers ce type d'association, c'est une vision qui est porteuse pour le pays. Donc il faut comprendre que ces associations en question et ces Africains-là, ce sont des ambassadeurs. On est chacun, à notre façon, des ambassadeurs de l'Afrique. Et si on commence à se titiller, se tirer dans les pattes et ne jamais se mettre ensemble pour comprendre qu'à un moment donné, il faut vraiment qu'on puisse aller plus loin que notre simple petite personne, ça donnera toujours de la cacophonie et on sera toujours divisé. Et il faut transcender ça. Moi, je suis convaincu que la nouvelle génération, je parle de nos enfants, la nouvelle génération d'Africains là, qui commencent à s'intéresser à toutes ces différentes cultures qui s'embrassent, eh bien, ça va permettre à ce que l'Afrique puisse fleurir de nouveau et que nos aïeux et nos ancêtres soient heureux de cela. Donc j'aimerais que chacun puisse donner un mot de fin à ceux qui nous écoutent. Ouais, c'est sûr qu'il y a beaucoup de défis, hein. Donc, comme je disais, pour le continent africain, des défis majeurs avec sa démographie, avec son dynamisme, avec l'extrême jeunesse de sa population. C'est sûr que la diaspora est partie prenante de ça. Moi, je pense qu'il faut trouver, comme je dis, moi je suis à tisser les liens, à ne pas oublier d'où on vient, mais en même temps à se dire simplement que dans le monde ultra connecté d'aujourd'hui, on peut aider de moult façons, que ce soit en s'impliquant dans... Oui, eh bien, moi je crois en la diaspora africaine, je crois en son potentiel, je crois à cette nouvelle génération qui a envie, qui est en quête de savoir d'où elle vient, pour savoir où elle va. Je crois que ce continent va se développer de formidables manières. Moi je suis une afro-optimiste, pas une surréaliste ou quelqu'un qui... Non, je suis vraiment optimiste pour le continent africain, mais un optimisme avec tous les mondes africains. Tous les mondes africains. Parce qu'il y a tellement de défis à relever en Afrique. Celui qui est en Afrique, ce qui l'intéresse, c'est de savoir certainement l'individu lambda, là, ce qui sait comment il va manger demain ou même ce midi, et puis quels sont les moyens qu'il a pour prendre un ZAM, pour aller faire ses affaires, ses choses, tout ça. Nous, on est dans autre chose, on est des plans. J'ai entendu Ibrahima parler de business plan. Waouh, le gars, il te dit, il est dans ses affaires, tu me parles de business plan pour penser à des trucs, etc. Il est dans du tout de suite. Comment je fais là pour sortir de Porto Novo, pour aller là? J'ai pas de sous, comment je fais ça? Est-ce que tu peux m'envoyer l'argent? Est-ce que ceci, est-ce que cela? Il y a des défis à relever. Ce recul que nous avons en étant à l'étranger et cet apport que nous pouvons, aussi mince, aussi petit qu'il soit, mais cet apport-là, c'est toujours le bienvenu pour celui qui est là et qui est sur le terrain et qui connaît les réalités. Moi, je crois en continent africain, je crois en cette Afrique que l'on veut unie, et ça passe par l'éducation, évidemment, et c'est pour ça qu'on part de là où nous sommes pour créer les conditions de ces liens, pour découvrir ces mondes africains en faisant le mois de l'histoire de l'Afrique et de la diaspora. L'année prochaine, du 1er février au 28 février, ce sera à Dakar, ce sera l'épicentre pour pouvoir
faire en sorte que Afro-Américains, Afro-Caribéens, Africains se connectent à la spiritualité, se connectent au monde entrepreneurial, se connectent au monde, se connectent au niveau des savoirs et des savoir-faire africains. Et l'année prochaine, on va avoir le bonheur d'accueillir pour la première fois en Afrique le sommet international des aînés de la diaspora, de l'Afrique et de la diaspora, avec un salon des aînés. Faire qu'Africains et aînés puissent se rencontrer, se connecter au cœur de Dakar, moi je trouve ça juste extraordinaire. Alors voilà, chers spectateurs, nous sommes à la fin de notre émission. C'est un rendez-vous hebdomadaire comme on vous l'a dit. Aujourd'hui, on discutait sur le point de l'apport de la diaspora à la renaissance de l'Afrique, surtout du côté économique. Et comme vous avez pu constater à travers les différentes interventions, il est important de créer cette solidarité. Il est important de garder en mémoire qui nous sommes pour savoir où on veut aller, surtout face à cette actualité qui vient comme nous interpeller sur l'origine, sur nos origines, sur l'importance et sur le rôle que nous devons jouer pour, n'est-ce pas, le développement de l'Afrique. En espérant vous avoir pour la prochaine émission, nous vous invitons à intervenir. Vous pouvez laisser des commentaires et surtout, faites attention à vous. Bye bye.